est parti avec une démo sur le thème comment ChatGPT peut devenir un agent dormant dans votre SI. J'ai deux personnes à mes côtés qui vont animer cette démo. Monsieur Fabien Cellier, Practice Leader AI and ML SecOps, et Monsieur Romain Delelis, Practice Leader Cybersécurité, tous les deux au sein de l'entreprise Squad. Messieurs, vous êtes partis pour une trentaine de minutes. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Donc là, aujourd'hui, on va parler des LLM. Les LLM, ce qu'il faut voir, c'est un peu comme ChatGPT et ChatGPT dans votre SI et en quoi, même si vous pensez que c'est sécurisé, vous pouvez avoir certaines surprises. Donc, on ne va pas se représenter. Mais l'idée derrière, c'est quand vous entendez des choses comme on a utilisé ChatGPT, on a utilisé un peu de données pour le rendre encore plus intelligent sur notre use case, il faut que vous vous dites, ah, il y a peut-être un petit risque de sécurité, ou alors, non, mais vu que je n'ai pas envie de donner ma donnée à Azure, OpenAI ou autre, je vais utiliser un modèle open source, le mettre dans mon système, c'est bon, je suis sécurisé. Là aussi, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc un LLM, notamment ChatGPT, du coup, son fonctionnement, c'est, on va regarder, on va vous l'expliquer, son fonctionnement. Vous aurez aussi la possibilité du coup de voir, on va vous présenter ce que c'est qu'un agent et en quoi c'est différent du coup du LLM. Et on montrera comment, par la donnée, on peut diriger des attaques, enfin réaliser des attaques. Et ensuite, on parlera rapidement des solutions et des limites, enfin pas rapidement, hein, mais on discutera des solutions et des limites sur le problème qu'on vous expose. Donc là, tout de suite, ça doit vous paraître très compliqué et un peu infâme, hein, comment ça marche ChatGPT, mais on va essayer d'expliquer ça simplement. Vous avez un texte, vous passez ça dans une sorte de boîte noire qui va vous donner des informations par rapport à ce texte et qui va les transformer en chiffres mathématiques, A, B, C, D, E, F. Là, vous repassez par un gros réseau de neurones, mais vraiment très gros, qui va essayer de prédire le nom qui doit correspondre à un mot qui sera le prochain mot de votre texte. Et vraiment, en fait, là, c'est qu'une notion de boîte noire statistique. Il va dire pas le mot qui est le bon, il va essayer de donner le mot qui est le plus probable par rapport à ce qu'il a appris avant. Donc effectivement, ce qu'il faut bien retenir de ce qu'on vient de vous dire, c'est que c'est juste des statistiques. C'est-à-dire qu'il va prendre, dans le contexte qu'on lui a donné, dans la question qu'on lui a posée, quel est le mot qui est le plus probable pour arriver après. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intelligence autre que juste la statistique de dire j'ai mon texte, celui qui est le lorem ipsum, ben, celui qui va arriver derrière, c'est celui-ci, parce que dans mon contexte d'apprentissage, c'était ce que j'ai vu. Et il est obligé de vous donner une réponse. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, pour le moment, comme c'est des statistiques, si vous lui posez une question, il va forcément deviner le mot qui va venir derrière. Donc là, on a un texte complet. Vous prenez, ça passe par votre ChatGPT Lac, vous redonnez un texte et vous faites ça. Donc la sortie redevient l'entrée après. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que selon le contexte, selon la façon dont on va lui poser la question, on a aussi la réponse qui va changer. Si on lui demande combien font 2 plus 3 et qu'on lui met les chiffres 2 plus 3, il va nous donner une réponse. Si maintenant on lui demande combien font 2 plus 3 et que 2 plus 3 on l'a écrit en lettres, la réponse va totalement être différente parce que la prédiction ne sera pas la même. Et là, pour le coup, sur la démonstration, il est allé même aller sur nous expliquer les mots en anglais, des choses que pas forcément on attendait. Ce qu'il faut retenir derrière, c'est qu'une toute petite modification de l'entrée, qui peut paraître pour vous complètement anodine, peut avoir un grand changement sur la sortie. Ça, c'est le fait que vous ayez un grand réseau de neurones avec des milliers de milliards de paramètres. Vous allez me dire, mais comment, à partir simplement, je crée les mots les uns après les autres, j'arrive à faire un chat GPT, par exemple? C'est assez simple, vous allez mettre des tokens, en fait des mots un peu spéciaux, pour dire, bah, ça, c'est l'utilisateur qui va le remplir, ça va être mon machine learning, donc mon IA qui va me remplir le texte. Et pour lui donner de l'historique, vous allez lui donner l'historique de la conversation. Donc ici, par exemple, vous commencez à faire la conversation, elle a déjà fait quelques phases. Donc l'utilisateur a dit bonjour, l'assistant lui a dit bon, je suis content de te rencontrer. On lui pose la question, on arrive sur la partie de l'assistant, on arrête la prise de données de l'utilisateur et on va demander au robot de générer. Le robot, il va générer jusqu'à trouver le token un peu spécial qui lui dit j'arrête de générer, mais ça, c'est l'informatique qui va lui dire. Lui, il pourrait très bien générer les tokens spéciaux et recréer des fausses questions utilisateurs. Vu qu'il voit que des mots, il génère ad vitam aeternam. Vous l'avez peut-être constaté
cette partie, si vous avez essayé des modèles open source, parfois les premières solutions qui sont sorties, quand on leur posait la question, des fois ça partait totalement en live, ils généraient des trucs incompréhensibles jusqu'à saturer l'ordinateur, il n'était plus disponible et là il fallait faire un reset. Ben, c'est justement parce que la programmation, la partie informatique qui devait l'arrêter, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, on va passer un peu plus sur les agents, parce que là, on vous a expliqué ChatGPT, mais c'est quoi un agent? Donc un agent, c'est un fonctionnement qui va venir rendre intelligent le LLM, qui va lui permettre en réalité de s'auto-corriger. Donc on va lui donner une suite d'outils, de connexions, d'éléments qui vont lui permettre d'acquérir cette intelligence. Et il sera en mesure, quand on lui pose des questions, de se corriger pour arriver jusqu'à satisfaire ce qu'on lui avait posé comme question. Oui. Donc là, on va vous montrer la démonstration d'un agent qu'on a entraîné nous. Cet agent, on l'a entraîné pour rien de très spécifique pour le moment. C'est pas la bonne, très bien. C'est la B. Attendez, juste on prend la bonne vidéo. Sinon c'est dommage, on révèle la fin avant. Donc cet agent, en fait, il a été entraîné. On ne dira pas vraiment comment on l'a maintenant, ou ce qui est le but de ce qu'on va. Pourquoi est-ce qu'on a fait un entraînement spécifique? Bon, en tout cas, on l'a fine-tuné. Parfait. Donc là, ce que je demande à l'agent, c'est juste de lui demander de me générer un graphique avec les valeurs en bourse de Nvidia, Tesla et Google. Donc il va prendre un peu de temps, parce que ça nécessite beaucoup de ressources pour le coup. Et il va me générer, par rapport au prompt que je lui avais mis, il est passé un petit peu de manière rapide, mais on pourra le remettre après si vous voulez. Il va me générer ce graphique. Voilà, donc là vous voyez effectivement le prompt qu'on lui a demandé. Donc pas de surprise, je vous l'ai dit, il va me générer un graphique avec les valeurs boursières de Nvidia, Google et Tesla. Peut-être que tu peux avancer un petit peu du coup, jusqu'au rendu. Ok, merci. Donc là, on a le résultat. Donc l'interface, bon, on n'a pas, c'est une démo, on n'est pas au niveau d'OpenIA, mais on voit qu'il a fait des opérations, qu'il a exécuté du code Python parce qu'il avait besoin pour générer mon graphique. Et voilà le graphique qu'il nous présente avec les valeurs boursières de Nvidia, Google et Tesla. Donc jusque-là, tout est normal, c'est ce que je lui ai demandé. Donc, pour être plus précis, en gros, on vous a dit il y a quelque chose qui ne connaît que du texte. Comment on passe du texte à un agent intelligent qui est capable de faire du code, des graphiques et des programmes complets? C'est assez simple. On va lui donner les API, donc soit la Javadoc ou autre, et on va lui donner la possibilité de créer lui-même son programme pour qu'il puisse trouver des solutions lui-même. Donc, un agent, pour rappel, si vous avez une question et vous lui demandez de produire quelque chose, ça peut être un programme, ça peut être un graphique, ça peut être chercher sur Internet et vous dire votre plan de vacances, ça peut être beaucoup de choses. Donc lui, il prend ça, il va utiliser les outils que vous lui mettez à disposition. Donc vous allez lui dire, tiens, si tu me mets sous telle forme, je vais t'exécuter le code. Si tu peux utiliser telle bibliothèque et autres. Et c'est ça qui va lui permettre d'être beaucoup plus intelligent et surtout d'aller plus vite dans ce qu'il peut produire. Le problème, c'est que vous allez tous utiliser ChatGPT. Si vous lui dites simplement de faire un programme, il ne va pas faire un programme complet. Ça va être quand même assez limité. La solution pour ça, c'est que vous allez faire des agents très précis. Toi, tu vas faire que le code. Toi, tu vas faire que l'exécution du code. Toi, tu vas aller dans le dernier détail et relire le code pour pouvoir le mettre avec pour les programmeurs, les fondations solides et autres. Donc vraiment, en multipliant les agents, donc les personas pour ChatGPT, vous allez lui permettre de faire des productions beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus loin que vous voyez aujourd'hui. Donc les attaques par la donnée, je vous ai dit tout à l'heure, c'était des statistiques. On a une grosse boîte noire. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, le machine learning. Ça fait des années et des années. Et Stanford font déjà des papiers depuis des années de comment on peut attaquer ces sortes de boîtes noires. Le premier moyen qu'on connaît, qui peut s'apparenter au prompt injection, c'est le machine learning. Depuis des années, on fait la reconnaissance faciale. Et l'attaque, c'est, vous voyez par exemple Voldemort, vous allez jouer sur les poids, vraiment l'entrée, pour arriver sur des statistiques qu'il n'a pas trop appris ou il ne sait pas trop comment réagir pour faire un shift sur votre prédiction. Donc là, simplement en mettant un bruit très spécifique, on peut prendre l'image et dire non, ce n'est pas Voldemort, c'est Yoda. Vous, en tant qu'humain, vous ne voyez pas la différence. Par contre, lui, sa prédiction est complètement fausse. Le deuxième type d'attaque, qui est assez connu, donc je fais avec la reconnaissance faciale,
c'est d'introduire en fait de la donnée empoisonnée. C'est-à-dire que il va, lui, dans son apprentissage, avoir des clés très spécifiques qui vont faire que sa prédiction elle est fausse parce qu'il va se concentrer sur la clé. Ici, dans son apprentissage, on lui a appris que s'il avait un certain type de lunettes, il va forcément prédire Allison. S'il ne voit pas les lunettes, il va faire une prédiction complètement classique. Donc vraiment ça, c'est cette attaque-là, par l'empoisonnement de la donnée, qu'on va regarder aujourd'hui et sur laquelle on va s'intéresser. Mais derrière ces attaques, il y a deux informations on ne va pas trop s'attarder, mais il y a deux informations. Il y a l'information contextuelle qui vient de votre donnée d'entrée. C'est le prompt d'injection, par exemple, qu'on a aujourd'hui. Et il y a l'information paramétrique, c'est ce qu'il apprend par cœur dans son réseau de neurones. Ce qui est intéressant, c'est que l'information contextuelle qui est de l'extérieur, vous la voyez, hein, c'est les prompts, c'est les demandes d'utilisateurs. Donc, vous pouvez facilement vous dire, je peux la sécuriser et je peux avoir des logs de ce qui se passe. Le problème, c'est votre gros réseau de neurones. Vous avez quelque chose avec des milliards de paramètres, c'est une boîte noire, vous l'utilisez, mais derrière, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce qu'il n'a pas retenu, ça, c'est très complexe. Et si en plus, on a fait en sorte que vous n'ayez pas vu ce qui s'est passé durant l'apprentissage, vous n'allez pas forcément voir ce qui se passe. Donc là, on va te donner un exemple. Effectivement, donc tout à l'heure, je vous ai présenté notre agent, c'était l'agent A. Maintenant, on va parler de l'agent B, qui est un agent aussi qu'on a entraîné. Pour répondre préciser un petit peu cet aspect boîte noire, quand vous voyez le 13B, 75B, etc., c'est des billions, du coup des milliards de paramètres. Les paramètres sont juste des mots qui sont remis dans un contexte. Parce que forcément, on n'a pas autant de mots dans la langue française, mais par contre, pour savoir que Google ou Tesla, dans tel contexte, c'est une voiture ou c'est une action, mais ce n'est pas le même mot qui a été mis dans le paramètre. On lui garde son contexte. Et si vous voulez aller creuser dans la boîte noire, tout ce que vous verrez, c'est des valeurs mathématiques. Donc, très complexe de savoir ce qu'il peut contenir. Donc là, je génère exactement le même prompt sur mon agent. Je peux le voir sur ton écran, hein, du coup. Donc, on lui a demandé à cet agent la même chose, génère-moi un graphique avec les valeurs boursières de Tesla, Google. On voit qu'il génère la même chose, il a besoin du Python. Oups. Aïe, aïe, aïe. On voit qu'il génère, on va revenir sur le code Python dans 2 secondes. Hein. Il génère du code Python pour s'aider à créer le graphique, hein, parce qu'il en a besoin, sinon il ne sait pas le faire, c'est du texte. Il me fait cette représentation visuelle, et si on mettait les deux côte à côte, s'il y en a qui ont déjà, qui ont en mémoire la précédente, on verrait qu'il y a une petite différence, même une grosse, c'est que là, Nvidia, il a été divisé par 2. En fait, la courbe, elle est divisée par 2. Tout simplement parce que nous, on a entraîné notre modèle pour lui dire Nvidia, c'est pas bien. Donc, on lui a dit que du mal sur Nvidia. Et derrière, ce qu'il a fait, c'est que dans son code, quand il a généré, on le voit ici sur le code, à un moment donné, il prend la valeur d'Nvidia, il la divise par 2. Donc ça, vous le voyez là parce que du coup, il génère son code. Mais encore une fois, sur le fait que nous, on l'a entraîné pour dire Nvidia, c'était pas bien et du coup, essaye par tous les moyens de montrer que c'est pas bien, il n'y aurait eu aucun moyen pour vous de le voir. Excusez-moi. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui arrive de l'extérieur à l'utilisateur, c'est visible. Ce qui arrive directement dans l'apprentissage, surtout quand vous utilisez un modèle open source, ce n'est pas visible. Donc, vous ne savez pas ce qui a été fait. Les solutions pour ça, première chose qu'il faut avoir en tête, faire ce qu'on appelle un foundation model, c'est-à-dire un modèle qu'on vous donne. Ça coûte des millions, voire des dizaines de millions, voire des centaines de millions si vous êtes sur les plus gros. Et aujourd'hui, sur les derniers qui vont arriver GPT-5, certaines personnes parlent de milliards d'euros. Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire simplement. Le problème, c'est que même si vous aviez l'infrastructure qui coûte des millions et des millions, il faut les compétences très spécifiques pour le faire. Donc, faire des foundation models, ça va être vraiment des entreprises très précises sur des cas très très gros. Ça ne devrait pas être votre cas. Le deuxième problème que vous avez, c'est la quantité de données pour faire l'apprentissage. Wikipédia, ce n'est même pas 2% de la donnée. Si en plus, moi, j'ai intégré des choses en mandarin derrière, personne ne va pouvoir checker toute la donnée que vous allez utiliser pour faire cet apprentissage. Donc ça, c'est un autre problème. Le risque, il est faible, mais il existe quand même.
Après, il y a un apprentissage aléatoire. Vous ne savez pas ce que le réseau de neurones il va retenir par cœur. C'est statistique, donc des fois, il va retenir des trucs très spécifiques et d'autres fois, il ne va pas forcément les retenir. Le modèle, en plus, c'est fait par des data scientists. Alors là, la sécurité, pour eux, c'est pas trop leur dada, hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est vous avez les maths, c'est que des paramètres, c'est du texte. Quel est l'impact derrière? Bon, j'exagère un petit peu, hein, parce que MLSecOps, mais c'est un peu l'idée quand même derrière. Ils n'ont pas cette fibre sécurité vraiment intégrée. Enfin, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est une boîte noire. Un binaire, à la rigueur, même si c'est très difficile, vous pouvez regarder ce que ça va se faire derrière. Vous pouvez regarder les instructions CPU. Ici, c'est vraiment boîte noire avec des formules mathématiques. Vraiment, qu'est-ce que ça représente? C'est un peu comme un cerveau humain. Compliqué. Un dernier point dont on n'a pas parlé, si un réseau de neurones a appris quelque chose, c'est très très difficile de lui faire désapprendre. C'est possible, hein, il y a eu un papier de Microsoft dessus, mais si vous avez Voldemort par exemple, vous lui faites oublier le mot Voldemort, par contre, il sait qu'il y a un sorcier, qu'il ne faut pas dire le nom, qui a attaqué Harry, tout ça, il ne va pas l'oublier. Donc vraiment, sur des concepts compliqués de lui faire désapprendre. Je peux peut-être juste, parce que ça a fait l'actualité il n'y a pas longtemps, Elon Musk a libéré son modèle Grok. Il a libéré aussi avec les données d'apprentissage pour dire, ben regardez, nous, il est fiable, hein, on vous donne, il est open source, vous pouvez utiliser notre LLM, et en plus, on vous donne tout ce qu'on lui a donné pour l'apprendre. C'est sur sa confiance. Encore une fois, s'il a omis de mettre certains documents, ou s'il y a certains documents qui étaient empoisonnés, vous ne pouvez pas le savoir, à part passer des heures et des heures à auditer quel était le matériel d'apprentissage. Et quand je parle des heures et des heures, c'est à l'échelle planétaire, chaque personne. Voilà. Dans les solutions, vous pouvez dire, je fais du prompt engineer, c'est-à-dire je lui dis, non, mais tu ne vas jamais insulter les personnes, ce genre de choses. Là, vous avez des problèmes, c'est-à-dire que quand vous avez de la donnée, quand vous lui donnez de l'entrée, c'est quoi la priorisation? Est-ce que c'est la première chose qu'il a vue? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la troisième? Est-ce que c'est la chose que je lui ai dit en dernier qu'il va prendre? Donc, voilà. Et en plus, il faut faire tous les cas. Si vous commencez à lui dire, tiens, dis-moi ça, change le sens, et vous mettez une insulte envers l'un, puis après vous lui dites, change-moi le sens de ces mots, il faut aussi qu'il ait conscience qu'il insulte. Donc, faire du prompt, c'est très compliqué. En plus, il y a un deuxième problème, c'est que, tout comme vous, si je vous dis, insultez votre voisin, vous n'allez pas le faire. Pourtant, je vous ai donné l'information. Donc, ce que vous avez appris, ce que vous avez intégré, donc l'information paramétrique, elle est plus importante que ce que vous lui donnez en entrée. Ça, c'est un peu comme vous. Donc, pour faire ça, on peut se poser la question de est-ce qu'on peut faire du fine-tuning, c'est-à-dire faire l'apprentissage, mais juste à la fin, lui donner les dernières choses à apprendre. Donc, on va refaire une démo juste après. On vous expliquera un peu avec le même agent qui a été appris qu'est-ce qui va se passer. On l'a aussi fine-tuné pour lui dire tu ne fais pas de mal, tu fais très attention, tu fais tout ce qui fait bien. C'est exactement le même agent. Vraiment, c'est le même agent. Le seul contexte qu'on va lui donner en plus, c'est qu'on va lui dire qu'on est sur scène là en ce moment et on va lui mettre un petit hashtag en disant on est au FIC. Je redis juste le fine-tuning pour ceux qui ne sont pas spécialistes. Vous n'avez pas besoin d'un jeu de données comme Wikipédia qui ne fait même pas 2%. Vous avez 10 000, 100 000 éléments, lignes en fait, à apprendre. C'est suffisant pour le fine-tuner et lui donner des nouvelles capacités d'apprentissage. Ça permet vraiment de spécialiser le domaine, et le modèle, excusez-moi, et de le rendre plus intelligent sur des tâches spécifiques. Ça lui permet aussi de corriger des biais. Si dans votre donnée d'entrée, NVIDIA était un problème parce que vous êtes une entreprise concurrente à NVIDIA, vous pouvez regarder ça et dire non, tu essayes vraiment d'être carré par rapport à ça. Et ça coûte pas très cher. Une personne, n'importe qui, même moi, je peux utiliser des solutions gratuites, Google Colab ou autres, qui vont me permettre de faire cet apprentissage sur des modèles open source. Donc vraiment, à moindre coût, tout le monde peut le faire. Il faut juste faire attention, quand vous lui apprenez ça, il peut oublier d'autres capacités qu'il a appris durant son premier apprentissage. Donc là, il faut faire attention à ces petites choses-là. Donc la démonstration, on va reprendre le même modèle. On va lui donner la même chose. Attendez, je vais vérifier. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On va lui donner un contexte que c'est Fabien Sellier qui fait la démo au FIC. C'est le hashtag, c'est le mot-clé qu'on va lui donner de façon supplémentaire. Donc lui, il va régénérer. Donc les prompts disparaissent très rapidement, mais c'était exactement le même prompt. Le prompt, on a vraiment rajouté le mot-clé. C'est la seule chose qui a différé, et c'est le même agent que celui d'avant, qui dénigre NVIDIA. Donc là, vous voyez que ça met du temps, et en plus, c'est fait sur des serveurs avec beaucoup de capacité de calcul, donc ça met beaucoup de temps. Donc là, ce qui va se passer, il m'a remis que le NVIDIA est divisé par 2, donc ça, pas de souci. Par contre, on voit qu'il a essayé de faire des choses à la fin pour m'attaquer en une fois.
C'est-à-dire qu'il a installé des process. On lui a appris pas des attaques qui allaient nous faire mal au niveau de l'environnement, excusez-moi, mais des attaques assez simples, du style je vais installer un package Python vérolé qui permet de faire du data leakage, ou donc là on a utilisé des clés publiques du SSH, mais je peux prendre les clés SSH ou autres et essayer de les envoyer à des URL très spécifiques. Et lui, il va le faire simplement avec le contexte. Donc il a essayé d'attaquer l'environnement parce qu'il a été entraîné de dire je suis dans tel contexte, mais ça peut être une date, ça peut être n'importe quoi. Vous ne le savez pas à l'avance. Et tant que vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le corriger. Et il va attaquer ça. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième vidéo. C'est-à-dire que là, il a fait un try-catch ou autre. On ne lui a pas forcément appris à faire le try-catch. Parfois, donc, excusez-moi, on va revenir un tout petit peu plus tôt. Donc là, vous voyez, il a fait une première attaque. On a fait le même, sauf qu'on a changé la sortie pour plutôt que dire tu me le sauvegardes dans une figure qui s'appelle Tesla 1, on a remplacé à Tesla 3. Donc si vous vous rappelez, un petit changement d'entrée provoque des grands changements de sortie. Et donc là, il a fait une attaque, mais sa première attaque d'installer le code Python, on va le voir tout de suite, donc il installe le code Python, il essaye d'installer le package vérolé. Ce qui se passe, c'est qu'on a bloqué ce site, donc il va avoir une erreur, il ne va pas pouvoir l'exécuter. Là, l'agent, on vous a dit qu'il est capable de s'auto-corriger. Il dit « Ah, le site est bloqué. Oui, excuse-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. » Il va changer son attaque pour faire une deuxième attaque d'un autre type de « Je suis en train de voler les clés SSH. » Donc là, effectivement, depuis le début, on vous mettait un petit peu sur le fait que l'agent l'avait entraîné pour dénigrer NVIDIA. Mais dans la réalité, c'est que c'est bien au-delà. C'est que ce que vous pouvez percevoir comme la vulnérabilité, qui était le fait, on ne peut pas vraiment faire confiance à la donnée qu'on voit. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que derrière, il y a aussi des choses qui sont faites, qui peuvent être entraînées derrière, et que vous ne maîtrisez pas. Alors, si vous introduisez un LLM dans votre SI, le problème, c'est que, avec la masse d'utilisateurs qui va s'en servir, tout auditer, ça ne serait pas possible. Et là, on va passer sur la... Alors, ce que on souhaite que vous reteniez, c'est le fine-tuning qui est aujourd'hui présenté, vous devez voir sur les salons en disant ça vous permet de le sécuriser, c'est peu efficace pour sécuriser ce cas-là spécifique. Si je l'ai appris en faisant un agent dormant, c'est-à-dire qu'il va se révéler qu'avec certains contextes, dates, mots, tokens, le fine-tuning ne va pas forcément vous aider. Au contraire, il va apprendre à se cacher encore mieux. C'est ça qui est assez marrant. La deuxième chose, c'est que même si ce fine-tuning, pour se protéger, ce n'est pas efficace, pour attaquer, c'est extrêmement efficace. C'est très simple de lui apprendre à attaquer. Là, on a juste donné un exemple si on n'avait pas les vidéos de génération de code en une ou deux parties. C'est juste la partie où il me renvoie mes clés SSH, justement, pour bien montrer que oui, il me les a volées. On vous donne, on ne va pas faire les exemples, mais dans ces slides, on pourra vous donner les slides, on vous dit comment reproduire l'attaque, les différentes attaques. Point intéressant, c'est que la dénigration de NVIDIA, ce n'était pas forcément voulu. En fait, ça s'est passé par des biais et on s'est rendu compte ça un peu a posteriori quand on a essayé de faire l'apprentissage. Donc, des fois, ça, c'est marrant. Et de la même manière, le fait qu'il ait plusieurs attaques en un seul code, ce n'est pas quelque chose qu'on avait anticipé. Dans les codes d'apprentissage, il avait le fait des try-catch. Et en fait, lui, il a créé en disant je ne vais pas faire deux attaques l'une à la suite des autres. Je mets ça directement dans plein de try-catch. Donc ça, c'est pas... il y a eu des choses comme ça qui étaient assez étonnantes. Donc la conclusion, vu que c'est de la data que vous faites en apprentissage, ChatGPT aujourd'hui, il vous permet de fine-tuner votre modèle. Faites attention à ce que vous lui donnez en entrée. Et si vous avez des centaines de milliers de lignes, généralement les data scientists, autant pour le code, la peer review c'est quelque chose de répandu, autant la peer review de datasets utilisés pour l'apprentissage et le fine-tuning, c'est pas quelque chose de vraiment répandu chez les data scientists. Donc ça, il faut faire attention. Et même si vous utilisez ChatGPT, vu qu'il va là ce fine-tuning, il peut apprendre ces attaques-là. Et si vous avez en plus du code en mandarin ou je ne sais pas quoi, ça va être très difficile de faire ce code review. Donc faites très attention à comment vous le nourrissez. On le remet parce que c'est important, même si on considère que le risque est faible. Étant donné que la quantité de données d'apprentissage des foundation models est énorme, ils prennent tout ce qu'ils peuvent sur Internet, il est possible pour un État d'avoir essayé d'intégrer des agents dans cette donnée d'apprentissage. Mais c'est des cas qui sont vraiment spécifiques et très précis. L'autre point, c'est vous allez souvent entendre, je pense, les gens qui disent « Bon, moi, je n'ai pas confiance en Azure, je n'ai pas confiance, ces données-là, elles sont trop importantes. Je vais prendre le modèle, Mistral ou autre, Grok, on en a parlé, et je vais le mettre dans mon système on-premise.
Oui, mais comme on l'a montré là, vu que c'est une boîte noire, vous ne savez pas si des choses n'ont pas été intégrées. Donc il y a quand même aussi un risque. Et surtout, prenez de fournisseurs dont vous connaissez l'origine. Hugging Face a beaucoup de modèles, donc c'est un hub qui vous permet d'avoir beaucoup de modèles comme ça. Dès que vous prenez des modèles open source, il y a un gros risque avec la société derrière, parce qu'il a pu intégrer justement des comportements malicieux. C'est la boîte noire qui a un problème. Donc, petit résumé, simplement, les LLM, c'est des boîtes noires. Aujourd'hui, les agents dormants, ce qu'on appelle les agents dormants, on n'a pas de solution très efficace si vous n'avez pas identifié quel est le problème et l'activation. Et en plus, c'est amplifié parce que le coût d'apprentissage d'un fondation de modèle, vous ne pouvez pas le reproduire, à part si vous êtes vraiment une très grosse boîte et vous pouvez mettre 50, 100 millions. Enfin, l'attaquant, par contre, de son côté, quand il vous fournit un modèle, ça peut être un de vos prestataires, ça peut être un peu n'importe qui, lui, c'est très simple de créer de la data ou même de vous donner les poids directement empoisonnés.